Donc bonjour, donc ouais, je vais vous faire une introduction au réseau de neurones récurrents. Donc déjà, qui connaît un peu les réseaux de neurones et qui connaît pas du tout? Ok, donc vous inquiétez pas, on va essayer de perdre personne. Donc vous allez voir, les slides sont hyper moches. C'est parce que j'ai fait la presse à la base à Centrale, donc c'est toujours des slides moches là-bas. Donc pour commencer, donc un feed forward. Donc donc déjà il faut savoir que les réseaux de neurones, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc qui a à peu près 50 ans. Aujourd'hui, c'est en pleine explosion parce qu'on a les capacités de calcul qui permettent de les utiliser et de faire des réseaux très profonds. Mais c'est ni plus ni moins qu'une couche avec des inputs, des couches cachées et une couche avec des outputs. Donc on peut avoir 4 inputs, 3 inputs, plusieurs outputs, etc. Et le principe, c'est que par exemple, si on prend celui-ci, chaque input, ça peut être par exemple un capteur d'un robot. Donc il peut voir ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a devant lui. Et l'output, ça peut être est-ce que j'avance ou pas. Ça peut être aussi, on peut mettre par exemple une dizaine d'outputs. Et en input, on peut avoir tous les pixels d'une image. Et les outputs, ça va être si ça va être donc chaque output va correspondre à un chiffre. Et si on a un output qui est proche de 1, ça veut dire ah bah, c'est ce chiffre-là. Donc pour de la reconnaissance d'image. Donc ça, c'est pour ces réseaux-là. Une autre chose qui est importante, on en aura besoin après, c'est l'entraînement des réseaux. Alors l'entraînement d'un réseau de neurones, il repose sur deux principes, c'est la descente du gradient et la backpropagation. Alors en fait, ce qu'on fait, donc la descente du gradient, c'est juste pour dire, donc si on revient ici, admettons, l'output ici est faux. Donc comment on fait pour entraîner le réseau? Ce qu'on fait, c'est comme on connaît la réponse, on regarde à quel point l'output est faux. On le compare avec les entrées, on le compare avec chaque lien, on arrive à calculer l'erreur de chaque lien, et en fonction de l'erreur de chaque lien, on la corrige légèrement pour se rapprocher de la bonne valeur. Et on fait ça pour plein d'exemples, et ça, c'est l'entraînement d'un réseau de neurones. D'accord? Et donc ça s'appelle la gradient descente. Donc en gros, ça va être le poids du lien. Ça va correspondre à l'erreur. Et bon, ça, c'est juste c'est juste un facteur d'apprentissage. Donc, plus il est élevé, plus on va se déplacer. Donc, pour vous donner une représentation imagée, imaginez que la fonction j ici, en 2 dimensions, donc qui dépend de 2 paramètres, c'est la fonction d'erreur. Donc, plus elle est élevée, plus on est loin de la valeur réelle. Et nous, ce qu'on veut, c'est de s'approcher du minimum. Donc, admettons, on va partir d'ici. On va avoir une erreur de, je sais pas, 0,8. Et en fait, le but de la descente du gradient, ça va être de regarder où est-ce que la pente est la plus élevée autour de nous. Parce on veut se rapprocher le plus rapidement possible du bas de la colline, en gros. Donc on va regarder où est-ce que la pente est la plus élevée et on va se déplacer dans le sens-là. Et on va recommencer à chaque entraînement, ainsi de suite, jusqu'à arriver au minimum. Et alors, ce qui est important de savoir avec cette méthode, c'est que selon l'endroit où on part, parce que les poids d'un réseau sont toujours initialisés aléatoirement, donc l'endroit dont on commence, ça peut être n'importe où, on pourrait commencer d'ici. Donc l'endroit où on arrive, il est quand même dépendant de l'endroit où il est parti. Parce qu'on ne peut jamais remonter une colline, on descend toujours. Voilà, donc ça c'est pour la descente du gradient. Et donc la backpropagation, parce que là ce que je vous ai dit, ça permet juste de, par exemple, calculer l'erreur sur les liens ici. Et alors comment on fait pour calculer l'erreur sur les liens ici? En fait, quand on a fait ça, quand on a calculé cette erreur-là, on arrive à connaître l'erreur de ce neurone-là et on peut remonter ainsi de suite jusqu'à toutes les couches. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, n'hésitez pas à me couper, poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Il n'y a aucun problème. Et donc maintenant, les limitations de ce type de réseau. Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est déjà que les inputs sont de taille fixée. Donc, comme vous avez vu, le premier réseau, il y a 4 inputs, le deuxième, il y en a 3. Et ça ne pourra jamais changer. On ne peut pas en rajouter un. Ou alors, si on en rajoute un, il faudra réentraîner le réseau. Donc ça, c'est une limitation. La deuxième, c'est pareil pour les outputs. Au début, on construit notre réseau et on dit j'ai besoin de tant d'outputs et ça ne pourra jamais changer. Pareil, la complexité du réseau, elle est fixée. Elle dépend du nombre de couches et du nombre de liens qu'on va avoir entre les neurones. Et ça non plus, ça ne change pas. Et alors le plus gros problème entre guillemets de ce réseau, c'est que c'est aussi difficile de modéliser des séries temporelles. Alors qu'est-ce qu'une série temporelle? Ça peut être une vidéo.
Donc ça, avec un réseau comme ça va être très compliqué pour le réseau de se souvenir. En fait, il ne va pas se souvenir de l'image qu'il y avait avant. Et encore moins de l'image encore avant. Ou ça peut être de la musique. Ou tout ce qui est partout, il y a ou même de la traduction. Traduire une phrase, ça va être compliqué. Par exemple, si je lui dis un truc qui est très compliqué pour ce genre de réseau, c'est si je demande de traduire, par exemple, Brian part en vacances en France, il décide d'apprendre et on doit deviner le dernier mot de la phrase. Donc vous avez tous compris que le mot c'est français. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, il part en France. Mais il faut se souvenir que quelques mois avant, le contexte, c'était la France, pour pouvoir deviner ce mot-là. Et donc ça, c'est très compliqué pour les réseaux comme ça de réussir à le faire. Donc en gros, pour imager, un réseau feed-forward, ça correspond à ce type de réseau. Donc c'est one-to-one. Il y a un vecteur en entrée et il y a un seul vecteur en sortie. Et ça ne changera jamais. Et envers, c'est des couches cachées. Par contre, ce qu'il ne peut pas faire, c'est des choses comme ça, one-to-many. Et ça, c'est ce que les réseaux récurrents peuvent faire. Donc je vous montrerai comment. Donc par exemple, vous avez un vecteur en entrée et en sortie, vous avez plusieurs vecteurs. Alors ça, typiquement, c'est en entrée, je peux avoir une image et en sortie, je peux avoir une phrase qui va décrire l'image. Donc chaque mot correspond à un vecteur. Many to one. Donc cette fois, ça va être, par exemple, j'ai une phrase en entrée, donc chaque mot correspond à un vecteur. Et en sortie, je vais avoir un sentiment. Donc pour de l'analyse de sentiments, si on veut classifier des catégories de texte. Many to many, typiquement, c'est pour la traduction. Donc on va avoir de l'anglais ici, du français là-bas. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un décalage temporel. Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que de gauche à droite, c'est l'axe temporel. Donc ça va être à l'instant maintenant, ça va être à t+1, t+2. Et ce que vous voyez dans le many to many, c'est qu'on a un décalage entre quand les inputs sont lus et quand les outputs sortent du réseau. Et alors ça, typiquement, ça permet justement, pour l'exemple que je vous ai donné avec Brian qui vient en France, ça permet au réseau de souvenir, parce que là, on peut avoir un décalage on peut avoir des réseaux qui sont très très longs. Donc on peut se souvenir des 50 derniers mots, par exemple. Et ça permet de se souvenir du contexte et donc de faire un output qui est cohérent avec ce qu'on avait lu auparavant. Et many to many, typiquement, c'est pour des vidéos. Donc si on veut classifier des vidéos en temps réel, donc chaque image, reconnaître des objets, donc ça permet de se souvenir de l'image précédente, de traiter l'image en cours et de voir l'image suivante en avance déjà. Voilà, ça c'est pour le principe. Donc, pour parler des réseaux de neurones récurrents, donc ça c'est un peu plus récent, ça date des années 80. Ils ont une structure similaire en fait aux réseaux de neurones, vous allez voir pourquoi, même s'ils sont fondamentalement différents. Et donc ce qui les caractérise, c'est que leur couche cachée, c'est-à-dire celle-ci, elle dépend de l'état d'avant. Donc en fait ici on le voit clairement, l'état de cette couche-là, elle va dépendre de l'état d'avant, puisque vous voyez bien que l'état d'avant, elle a un output qui va vers celle-là. Alors que dans ce réseau-là, celle-là, elle dépend juste de ses inputs, ce qui est fondamentalement différent de tous les autres réseaux à droite. Là. Voilà. Et ça permet de faire des prédictions sur des séries temporelles comme celle-là. Donc ici, en bleu, vous avez alors il me semble que c'est le nombre de passagers pour une compagnie américaine aux États-Unis en fonction du temps. Et donc donc chaque gros pic là, ça va correspondre à l'été, j'imagine. Donc c'est très saisonnier. Et donc en vert, c'est quand on a entraîné le réseau, donc ce qui s'appelle in sample. Et en rouge, ça va être la prédiction alors que le réseau ne l'avait jamais vu. Donc bon, ça colle. Enfin, on voit que ça représente les bonnes formes. Après, ça colle pas forcément. Ça dépend aussi du type de réseau récurrent qu'on utilise. Voilà, un réseau récurrent, c'est ça. Donc ça paraît assez simple. Et c'est assez simple. En gros, vous avez vos inputs, vous avez vos couches cachées qui sont représentées par cette boîte, et vous avez vos outputs. Et ce qui est fondamentalement différent, c'est que ma couche cachée, elle va avoir un output qui va aussi se nourrir elle-même. C'est quelque chose de récurrent, d'où le nom. Et donc, si on déplie ce truc, on obtient juste ça. Donc, à chaque instant, on a des inputs, on a des outputs, donc là, à l'instant T0, et ma couche cachée va avoir un output pour l'instant T1. Donc, à T1, on va avoir les inputs, mais on va aussi avoir comme input les outputs de la version d'avant, du temps d'avant. Et avec ça, en utilisant ces deux informations, on va avoir notre output, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ouais. Et donc là, la petite nouveauté par rapport à avant, c'est qu'on n'utilise plus la backpropagation, même si c'est à peu près la même chose. On utilise une backpropagation qui se propage avec le temps.
En fait, ce que ça veut juste dire, c'est que on va faire la même chose qu'on avait fait dans la deuxième slide. Mais donc, par exemple, ici, on va mesurer notre erreur sur notre prédiction. Et on va la faire remonter dans le temps pour pouvoir remodifier tous les poids du réseau dans le temps. Donc c'est la même backpropagation que pour un réseau classique, mais là, il y a une notion temporelle à l'intérieur. Voilà, donc en principe, ce réseau, il devrait être, déjà il est simple, comme vous avez vu, et il devrait être assez puissant du fait que lui, il a une mémoire. Parce que les réseaux normaux, ils vont s'effacer à chaque nouveau temps, alors que lui, il se souvient du temps d'avant. Le problème, c'est qu'en pratique, on va avoir des problèmes pour l'entraîner. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû principalement à deux choses. C'est dû au fait que le gradient, parfois, il peut exploser. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Donc en gros, si vous prenez... donc en rouge, vous avez la tangente hyperbolique, qui est typiquement la fonction d'activation d'un neurone. Donc là, je pense que je parle une autre langue pour certaines personnes. En gros, la fonction d'activation, c'est chaque neurone, quand il va prendre un input, il va le faire passer dans la tangente hyperbolique et ça va lui donner son output. Alors pourquoi tangente hyperbolique? Parce qu'elle prend des valeurs entre -1 et 1. Donc c'est hyper pratique. Quelle que soit la valeur qu'on lui met, il y aura toujours une valeur entre -1 et 1. Le problème qui peut se poser, c'est que quand on va remonter dans le réseau notre erreur en utilisant la descente du gradient, on peut avoir un gradient qui explose. C'est-à-dire qu'on va multiplier des valeurs qui sont de plus en plus grandes. Et du coup, on va se retrouver avec des valeurs infinies dans notre programme. Alors en soi, ce n'est pas forcément un problème, parce que si on lance un programme et qu'on commence à avoir des valeurs infinies, ça va nous sortir une erreur, et c'est assez simple à trouver. Donc pour résoudre ce problème de l'explosion du gradient, il y a un truc hyper simple, c'est juste de limiter les valeurs du gradient. On fait du clipping, ça s'appelle du clipping, comme pour le FDF, si vous l'avez fait. Et donc on les clip entre, je sais pas, -10 et 10 par exemple. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir juste sur le slide juste avant, celui juste avant? Ouais. Alors là, en fait, X0, X1, X2, c'est les entrées, c'est ce qui correspond en fait aux exemples, c'est bien ça? Ouais. Et ce qui est dans A, c'est ton algorithme. Donc c'est ce qui dépend des θ en fait, de tes paramètres. Ouais, ce que tu as dans A, c'est ton réseau. Okay. En fait, ça sera plus clair après. En fait, pour le moment, j'ai pas montré ce qu'il y a dans A, mais tu vas le voir après. Ouais, en gros, X0, ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être n'importe quoi. Ce qu'il y a dans A, pour le moment, c'est une boîte noire, mais on va le voir juste après. Et H, c'est les outputs. Voilà. Donc, ouais, donc l'explosion du gradient, c'est assez simple à voir parce que ça nous fait des erreurs. Par contre, le vrai problème, c'est ce qui s'appelle le vanishing gradient problem, donc c'est la disparition du gradient. Donc là, quand on prend la dérivée de notre tangente hyperbolique, donc la dérivée, c'est ce qui nous permet en fait de calculer l'erreur relative. On voit qu'en moins l'infini, entre guillemets, plus l'infini, elle prend des valeurs qui sont de plus en plus proches de 0. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on va multiplier des valeurs qui sont proches de 0 entre elles, et forcément, on va avoir quelque chose qui est très proche de 0. Et là où c'est un peu piégeux, c'est quand on va entraîner notre réseau, si on a ce problème de gradient, on va avoir un réseau qui va arrêter d'apprendre. Et on va penser que c'est parce qu'il a fini d'apprendre, parce qu'il a tout compris. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il n'apprend plus à cause du gradient qui est proche de 0 et qui l'empêche d'apprendre. Ok ? Ouais. Donc par exemple, pour vous illustrer, donc quand on fait une descente du gradient, on part de là. Donc admettons qu'on présente une image de chat, pour prendre l'exemple classique, à notre réseau. Et lui, notre output, il est légèrement, il pense que je sais pas que c'est un chien ou quelque chose comme ça. Du coup, on va calculer pour chacune de ces branches l'erreur en faisant une descente du gradient. Donc en gros, c'est la dérivée de la fonction coût, et la fonction coût, c'est la fonction d'activation, et c'est la tangente hyperbolique. Donc là, on fait une première descente, ensuite on en fait une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et en fait, toutes ces descentes de gradient vont se multiplier entre elles. Donc si on fait quelque chose qui est proche de 0 fois quelque chose qui est proche de 0 fois quelque chose qui est proche de 0, on arrive par quelque chose qui est très petit. Et ce qu'on voit dans les réseaux habituellement qui sont très profonds, c'est que les premières couches qui sont proches des outputs, elles apprennent beaucoup plus vite que celles qui sont très très éloignées. Et donc ça, c'est un des problèmes. Ouais. Et du coup, c'est un problème d'approximation, de précision?
Non, c'est même pas un problème d'approximation parce que en fait, par exemple, si tu as une descente de gradient, un gradient qui vaut 10 puissance moins 5, par exemple, ça peut être la valeur exacte. Mais comme elle est très petite, si tu fais 10 puissance moins 5 fois un paramètre, il va pas beaucoup bouger, tu vois. Et du coup, tu vas devoir étirer énormément pour qu'il bouge et qu'il s'approche de la valeur réelle. Et donc, tu vas considérer qu'il apprend plus parce que les différences sont tellement petites que tu vas penser qu'il apprend plus alors qu'il a encore besoin d'apprendre. Tu vois. Donc non, c'est pas un problème d'approximation. Ouais. Donc ce qui se passe, voilà, donc les couches là apprennent assez vite et plus on descend, plus on descend profond dans le réseau et moins elles apprennent. Et c'est un vrai problème pour les réseaux récurrents parce que vous avez vu que ils peuvent être hyper profonds parce que ça dépend. Enfin, ils peuvent faire ils peuvent avoir des profondeurs de 100, 200, 3000, 5000 vu qu'ils dépendent de tous les temps précédents. Et donc pour ça, il y a quelque chose qui a été inventé aussi fin des années 90. Donc c'est toujours un réseau récurrent, mais c'est un cas particulier qui s'appelle les long short term memory. Donc cette fois, ils ont été vraiment designés pour empêcher ce problème, pour ne plus avoir de problème de descente de gradient. Et alors comment ils ont fait? Alors le SUIDUO, donc maintenant on va voir ce qu'il y a dans la boîte. SUIDUO, c'est un classique. C'est un réseau récurrent classique. Donc on a un input, le X, on a notre fonction d'activation qui est un tangente hyperbolique, et on a notre sortie H. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si on commence d'ici, on va avoir notre input qui va dans A, qui est en fait tangente hyperbolique. Donc l'output va être entre -1 et 1. Okay, il va aussi outputer quelque chose ici. Donc ça correspond à la mémoire. Et là, on a un nouvel input. Okay, quand deux lignes se mergent comme ça, c'est qu'on va concaténer les séries de valeurs. Donc on va avoir un autre input X auquel on concatène les valeurs précédentes. On fait passer dans tangente hyperbolique à nouveau. Et là, à nouveau, on a des valeurs entre -1 et 1. Maintenant, les LSTM, c'est complètement différent. Enfin, complètement. Il y a toujours cette fameuse tangente hyperbolique ici. Mais par contre, on a ajouté ce qui s'appelle des portes. Donc on a une porte qui permet d'oublier, une porte qui permet d'ajouter de l'information et une porte qui permet de calculer l'output. Alors comment ça fonctionne? Quelle est l'idée derrière? Voilà, donc en gros on a une seule mémoire qui permet de se souvenir de quelque chose et donc d'empêcher d'accentuer encore la mémoire qu'ont les réseaux de neurones récurrents. On a une mémoire qui permet de contrôler ce qu'on veut souvenir et apprendre. On a une porte qui permet d'oublier des choses. Et on a la porte qui permet l'output. Voilà, donc ce qui est très important, c'est qu'à chaque étape, la LSTM, elle ne va pas forcément overwriter ce qu'elle avait déjà enregistré. Ce qui n'est même pas le cas du réseau de neurones récurrent. Et c'est les portes qui permettent de faire ça. Donc maintenant, on va voir porte par porte comment ça se passe. Donc ce C là, c'est la mémoire de la cellule. Donc ça s'appelle voilà, la memory cell. Donc on a la mémoire de la cellule de l'instant précédent qui vient ici et qui va être modifiée à 2 reprises avant de repartir pour le temps suivant. D'accord? Et donc c'est cette partie-là qui est fondamentale. Donc maintenant on va voir comment on peut modifier cette memory cell. Donc, à un instant T, on a nos inputs. Okay. On a l'output de l'instant précédent. On les concatène. Donc, concaténer, ça veut dire, par exemple, si on a un vecteur de 10, ça nous fait un vecteur de 20. Et là, on va passer dans la porte qui permet d'oublier. Donc ça, c'est une fonction sigmoïde. En gros, c'est une fonction qui a comme output quelque chose qui est compris entre 0 et 1. Okay. Si j'ai quelque chose qui est proche de 0, je vais en fait écraser ce qu'il y avait dans la mémoire. Si j'ai quelque chose qui est proche de 1, je ne vais rien toucher parce que là, je multiplie le f de t par ct-1. Okay, donc ça permet de contrôler ce qu'on va oublier. Ensuite, on a, par exemple, là, c'est peut-être plus clair ici. Donc, en gros, le WF, c'est les poids du réseau. H de t-1, c'est l'output de l'instant présent. X de t, c'est l'input de cet instant-là. Donc ça, c'est le biais. Et on multiplie tout ça, on met tout ça dans la fonction sigmoïde.
Donc maintenant, la porte, donc l'input. Donc là, ça sert à voir ce qu'on prend en compte. Donc là, c'est à peu près le même principe. Donc on a à nouveau une porte sigmoïde. Donc cette fois, tout ce qui est proche de 1, ça veut dire qu'on veut l'avoir, on veut s'en souvenir. Tout ce qui est proche de 0, ça veut dire juste qu'on s'en fout. Ok. Et là, tangente hyperbolique, c'est le même tangente hyperbolique que dans un réseau récurrent normal. Donc on va multiplier notre input par tangente hyperbolique, ça va nous donner notre CT. Et de ce CT, on va garder que les valeurs pour lesquelles I de t est égal à 0. Est égal à 1, pardon. Et ces valeurs-là, on les ajoute à C de t-1. Ok. Donc ici, on oublie, ici, on apprend. Et maintenant, il nous reste une dernière. Voilà. Ici, donc, on multiplie f de t par c de t-1. Tout ce qui est, si c'est égal à 1, ça veut dire qu'on garde le c de t-1 comme il était avant. Si c'est proche de 0, ça veut dire qu'on oublie. Et là, pareil, on ajoute les nouvelles valeurs de ct aux anciennes. Et maintenant, pour l'output, donc on prend ce qu'on a dans notre cellule ct-1, on le multiplie à nouveau par tangente hyperbolique, on sélectionne que certaines valeurs qu'on veut output grâce à nouveau à une fonction sigmoïde, et ça nous donne notre h de t. Enfin, ça nous donne notre h de t. Celui-ci, il va aller dans la prochaine cellule pour le prochain temps, et celui-ci, mais c'est les mêmes choses. Hein. Et celui-ci, c'est l'output. Et on recommence comme ça à chaque instant. Est-ce que ça va? Ouais. Du coup, pour cette fonction sinoïde, quel est son output? C'est quelque chose de binaire ou c'est quelque chose qui peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1? Alors, en général, sigmoïde, ça va donner un output entre 0 et 1. Ouais. Après, le choix des fonctions, il y a pas mal de choix possibles. Donc, tu as pas mal de choix qui sont possibles. Mais sigmoïde, c'est une fonction typique qui prend des valeurs entre 0 et 1. Je pourrais plus te dire la fonction, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est quelque chose qui n'est pas linéaire et qui va entre 0 et 1. C'est un peu la même forme que tangente hyperbolique, tu vois, mais entre 0 et 1 au lieu d'être entre moins 1 et 1. Comment utiliser cet output du coup? Il y a plusieurs choix possibles. C'est pas très défini, on va dire. Comment on définit les actions à mener en fonction de cet output? Ah, mais c'est pas toi qui le. Comment dire? Donc, si tu prends ton h de t là, admettons qu'on prend l'image, le truc classique, admettons qu'on te présente une image et tu dois savoir si c'est quelque chose entre. Quel chiffre est représenté. Donc, typiquement, ton h de t, ça va être un vecteur avec 10 valeurs qui sont toutes entre 0 et 1. Et celle qui va être la plus proche de 1, tu vas dire ben, ça correspond à l'image que je veux lire. Je sais pas si je suis clair. On va prendre plus simple. On prend un robot qui peut aller qu'en avant ou en arrière. Ok, donc h de t, il va avoir deux outputs, ça va être avant ou arrière. Celui qui est le plus proche de 1, ça va être celui, tu dis, ben, si c'est celui qui sert à avancer, ça va être ben, celui-là qui avance. Si c'est celui qui sert à reculer, qui est plus proche de 1, c'est celui-là qui sert à reculer. Ok. Donc c'est toi qui, en fait, toi tu définis les outputs du système, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu une boîte noire, tu vois. Mais dans le cas, par exemple, de f ou de i que tu as donné juste avant. Dans le cas, ouais, ça. Oui. Tu as des actions qui sont effectuées au sein de ta boîte noire. Elles sont, oui ou non, effectuées, ou de manière binaire, ou bien c'est quelque chose de plus continu? Ah oui, c'est quelque chose. Ah, excuse-moi. Oui, c'est quelque chose de continu. Ouais, c'est pas 0 ou 1, c'est j'oublie plus ou moins et je me souviens plus ou moins de quelque chose. Exactement, ouais. Merci. Donc ça, je vais passer. Pas hyper important. Donc, alors pour parler des paramètres importants, donc ça concerne plus les cas pratiques. Donc quand vous voulez vous en servir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de principalement jouer, donc, parce que votre réseau, vous pouvez jouer sur sa taille, sur son nombre de couches et sur le dropout. Bon, le dropout, on va laisser tomber. Donc sa taille, c'est le nombre de paramètres, en gros, du réseau. Donc vous pouvez jouer là-dessus et vous pouvez jouer sur le nombre de couches. Donc là, ça se voit pas forcément, mais en fait, un réseau, pour vous montrer... Ouais, bon. Donc c'est ces deux paramètres-là en général qui permettent de s'approcher le plus des bons résultats. Donc il n'y a que deux paramètres sur lesquels jouer. Moi je vous conseille de commencer avec pas mal de couches
et après d'essayer de réduire. Quand vous arrivez à un bon résultat, d'essayer de réduire le nombre de couches. Et pareil pour la taille, commencer avec quelque chose d'assez conséquent et d'essayer de réduire pour voir si on peut faire mieux avec moins. Et après, il y a d'autres paramètres qui sont assez importants. Ça va être le nombre de... Donc, par exemple, le gradient clip. Donc ça, c'est à quelle valeur on va couper le gradient. Ça va être le learning rate, c'est important. C'est le gamma qu'on avait devant dans la descente du gradient. Donc c'est s'il y a une erreur, c'est le pas qu'on fait vers la bonne valeur. Est-ce qu'on fait un pas petit ou est-ce qu'on fait un pas plus grand vers la bonne valeur? Parce que si on fait des pas trop grands, on risque d'osciller ou d'aller trop loin. Et si on fait des pas trop petits, ben on augmente le temps d'apprentissage. Donc maintenant, un exemple concret, peut-être que vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Alors imaginez, on a un réseau qui va lire une chaîne de caractères et qui va essayer de prédire le caractère suivant. Ok? Donc, admettons, vous lui présentez un hash. Donc ce réseau-là ne connaît que 4 caractères. Okay, il connaît que H, E, L et O. Okay, donc son vecteur d'entrée, il n'y a que 4 caractères. Donc là, il y a H, E, L, O. Si, là, comme on a un H, on a un 1 ici et des 0 partout ailleurs. Donc ça, c'est pour que... En fait, ce vecteur-là sert à encoder la lettre H. Okay, on le met dans notre... Enfin, les inputs rentrent dans le réseau. Là, on a ces poids qu'on s'en fout un peu parce que ce n'est pas nous qui les avons choisis, c'est lui qui les apprend. Et en output, on a ça. Et là, on voit qu'en output, on a un 2,2 qui correspond à la lettre 2, donc à la lettre E. Donc ça veut dire que selon lui, la lettre la plus probable, c'est un E. Donc lui, il va outputer un E. OK, et ainsi de suite. Donc ensuite, ces valeurs-là, elles vont passer ici. Et en input, on va avoir cette fois un E, ici. Et lui, il va output un L. Alors en fait, là, dans l'image là, c'est plutôt un apprentissage qu'on est en train de faire. Donc on est en train de lui dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est un L, donc il faut que ton -1, il soit plus proche de positif, enfin, qu'il soit plus positif. En tout cas, le principe, c'est celui-là, c'est que vous lui présentez un caractère, lui, il a output quelque chose, et il se souvient de ce qu'il avait, il le passe au temps suivant, vous lui mettez un deuxième caractère, etc., etc. Et donc ça, on peut s'en servir de manière assez rigolote. C'est qu'on peut, par exemple, c'est l'exemple suivant, je pense, on va lui faire lire du Shakespeare, donc tous ses bouquins, tous les bouquins de Shakespeare, par exemple. Et lui, il va apprendre la structure d'un mot, il va apprendre la structure d'une phrase, il va apprendre où on met des majuscules, où on met des points, etc. Donc là, si je vous donne un exemple, donc le premier paragraphe, donc on lui fait apprendre, par exemple, pendant, je crois que là, c'est 100 itérations. Donc c'est-à-dire on fait tous les bouquins de Shakespeare, on lui fait voir 100 fois, et on le corrige à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'au début, il va, par exemple pour l'exemple Hello, il va commencer, on va lui montrer un H, et lui, il va mettre un P ensuite. On va lui dire, ah bah non, c'était pas ça, faut que tu corriges tes poids comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne plus ou moins bon. Et donc au début, quand on l'entraîne que 100 fois, si on regarde quand il génère des caractères, il va générer ça. Donc ça, bon, on n'est pas hyper satisfait, c'est assez loin de la réalité. Si on attend un peu plus, on commence à avoir une structure. Donc déjà, on a une majuscule, c'est déjà pas mal. On a un point à la fin. Il sait mettre des virgules. On a quelques mots qu'on arrive à reconnaître. On a des majuscules sur des choses qui ressemblent à des noms. Donc c'est un petit peu mieux. Et si on attend encore un peu, on l'entraîne par exemple, je crois que c'est 2000 itérations. Là, on a non seulement il ouvre les guillemets, il met des majuscules, il ferme les guillemets. Il sait que c'est une citation puisqu'il met a répondu Natacha. Et on a toujours un point à la fin. Enfin, on a quelque chose qui est très structuré. Je pense que quasiment tous les mots sont bons dans ça. Et alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a jamais appris. Enfin, le réseau, on lui dit, on lui a pas appris des mots. On lui a montré les lettres et lui, quand il est sur une lettre, il sort juste la prochaine lettre la plus probable. Donc quand il arrive au F ici, pour lui, la prochaine lettre la plus probable, c'est un espace et ainsi de suite. Mais il connaît pas les mots. Donc là, par exemple, c'est quand on monte du Shakespeare. Donc une pièce de théâtre. Donc il arrive à faire... Donc c'est lui qui fait tout. Hein. Donc il dit, c'est lui qui parle, 2 points, la citation, second machin, il parle, la citation, et ainsi de suite. Et alors ça, on peut se dire, il y a quand même déjà une structure. Quoi. On a le nom des interlocuteurs, le 2 points, on a un paragraphe, un retour à la ligne, etc. Du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de lui montrer Wikipédia.
Et alors quand on lui montre Wikipédia, il y a un petit peu plus de structure parce qu'on va avoir des liens et des choses comme ça. Et là pareil, on voit, il ouvre 2 fois les crochets, il les referme toujours. Il n'oublie pas de refermer les crochets. Après, il met même des liens. Il connaît la structure d'un lien, par exemple. Donc bon, j'ai essayé d'aller sur celui-là, ça marche pas. Mais en tout cas, ça aurait pu être bon. Alors plus marrant, on peut lui apprendre du XML. Et là, pareil. Non seulement il indente son code, donc ça passerait la norminette peut-être, mais il ferme les balises, il sait tout faire. Après, pour ceux qui connaissent, du LaTeX. Donc un peu plus compliqué encore, avec des balises, des crochets, etc. Et donc il produit du code qui compile, ce qui est assez incroyable. Donc si vous voulez vous faire passer pour un scientifique, vous lui apprenez, il génère les papiers et puis vous les publiez. Ensuite du C. Donc ça c'est lui. Donc il sait faire des commentaires, il sait déclarer des fonctions, il sait mettre des commentaires dans les fonctions, il sait faire des boucles, il n'oublie pas de fermer les crochets. Donc il apprend vraiment toute la structure. Alors bon, le problème c'est que ça compile pas, tout simplement parce qu'il ne se souvient plus des variables. Enfin, il sait pas, ça compile pas parce qu'il ne déclare pas forcément ses variables et surtout, bon, voilà, ça peut arriver. Et alors, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il recopie même mot pour mot les licences. Il met les includes au début du fichier. Après, il met ses define. Et puis, il commence ses fonctions. Donc, c'est assez rigolo. Alors, pour comprendre encore un peu mieux comment ça se passe à l'échelle du réseau lui-même, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre un neurone individuellement et regarder son activité quand il lit un texte. Donc là, par exemple, on a un texte, je ne sais pas quel texte, et on a regardé l'activité d'un neurone en particulier, qui a été choisi. Parce qu'il y a des neurones, on ne comprend pas forcément ce qu'ils font, mais il y en a pour qui c'est assez clair. Et là, par exemple, on voit clairement, donc quand la couleur devient verte et foncée, ça veut dire que le réseau est très activé. Quand elle est rouge, c'est qu'il est très inactif. Et là, on voit carrément que celui-là, il s'active quand il y a un lien. Donc c'est un qui a l'air de dire, ah ben là, attention, c'est une URL. Donc à chaque fois. Après les // hop, il s'active. Et il se désactive à la fin. Celui-ci, par exemple, lui, il va plutôt s'activer quand il y a des crochets. Donc ça permet sûrement au réseau de se souvenir de fermer les crochets. Donc de se souvenir où est-ce qu'il est dans sa phase d'écriture. Ici, alors là, c'est intéressant, c'est que là, son activité, elle est faible au début, des crochets, et elle augmente petit à petit jusqu'à la fin. Donc c'est une manière peut-être de se dire, ah bah faut pas que j'écrive trop de trucs dans les crochets, il y a un moment, il faut que je le ferme quand même. Ici, donc là, c'est par rapport à la position dans le texte. Donc là, pareil, un neurone, son activité, on voit qu'au début, il est inactif, et quand la ligne devient trop longue, on voit qu'il est de plus en plus actif, et c'est aussi un signe de dire, bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on vienne à la ligne. Pareil pour les guillemets. Donc là, quand il est dans les guillemets, il est très inactif. Quand il est en dehors des guillemets, il est très actif. Ici, bon, là, c'est pour quand on est à l'intérieur de parenthèses, pour du code, par exemple. Et le dernier... Ah oui, et puis bon, là, en fait, c'est juste pour dire qu'il y a des... Donc ça, c'est un neurone où on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. Mais apparemment, il a une utilité, mais c'est pas forcément flagrant en regardant ça comme ça. Donc à nouveau pareil, donc là c'est pour des commentaires, on a aussi un neurone qui s'active dans les commentaires, etc., etc. Celui-ci il va s'activer plus pas dans la longueur, mais plutôt dans le nombre de lignes. Donc quand on rentre dans un if, il va être de plus en plus actif, etc. Voilà. Alors après on peut faire des trucs un peu rigolos. Donc là, on a donné au réseau à apprendre une liste de noms de bébés, et on lui a demandé d'en générer. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il y en a plein dans cette liste. Bah, en fait, ils n'existaient pas dans la liste de départ. Donc, c'est vraiment des prénoms qui ont été inventés. Donc, si jamais vous êtes à court d'imagination, vous pouvez en prendre un ou deux là-dedans. Et voilà. Donc, ça, c'est les références. Et si j'arrive à me... Parce que donc là, je vous ai montré du texte. Mais si j'arrive à me brancher, ça ne sert pas qu'à ça. Donc on peut aussi générer de la musique. Donc de la même manière. En gros, on fait écouter de la musique au réseau.
et il apprend comment faire quelque chose qui est pas trop moche. Donc là, a priori, ça va. Et on joue des notes de musique. Et donc ça peut être appliqué à pas mal tout ce qui a une notion temporelle, on va dire. Les réseaux de neurones récurrents sont optimaux optimaux, sont plutôt performants pour ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fini. Donc si vous voulez me poser des questions, allez-y. Par exemple, pour le... J'ai une question. Quand vous le faites faire du code, par exemple du C ou n'importe quoi, c'est un but précis ou c'est juste il fait un mélange de ce qu'il a appris? Ah, quand lui génère du code? Ouais. Ah non, il n'y a pas de but précis, quoi. Non. Non, ça... Même je sais pas si tu as vu, mais dans le texte qu'il écrit, par exemple, là, le sens est limité quand même. Enfin, il y a des mots les mots existent apparemment, mais le sens n'est pas forcément clair. Donc non, il n'y a pas un but précis. Il essaie de faire un peu comme un mélange de ce qu'il a appris, quelque chose comme ça. Alors c'est pas un mélange de ce qu'il a appris. La preuve, c'est que les prénoms de bébé, c'est des prénoms qui n'existaient pas. Donc il a appris qu'il y avait une majuscule au début, un espace à la fin du nom, mais il écrit pas forcément des choses qu'il a lues. Par exemple, les noms de variables, c'est pas forcément des noms de variables qui existaient dans les fichiers d'origine. Mais par contre, pour ce qui est de la licence ici, comme à chaque fois c'était la même chose, à chaque début de fichier, à chaque fois il l'a reproduit à l'identique. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut surentraîner un réseau de neurones? Ouais, tu peux. Alors il y a un paramètre dans le réseau qui s'appelle la température. Donc ça vient typiquement de la physique. Donc plus tu vas augmenter ta température, et plus il va avoir tendance à donner un output qui est improbable. Et plus tu baisses ta température, et plus il va se restreindre à des choses qu'il connaît. Et du coup, ça répond aussi à ta question, c'est que si tu mets une température très très basse, en fait, il va limiter ce qu'il output à des choses dont il est sûr, donc à des choses qu'il a déjà vues. Et plus tu augmentes la température, et plus il va prendre de risques en quelque sorte. Et oui, tu peux surentraîner, tu peux surentraîner un réseau. Alors le surentraînement, ça peut se faire de plusieurs manières. Déjà, en général, c'est un manque de données ou alors une mauvaise utilisation de tes données. Mais oui, tu peux surentraîner un réseau. Ouais. Le réseau en lui-même, comment le crée-t-on? Je suppose qu'on peut le designer un petit peu à la main, mais il y a peut-être des outils pour générer ça un petit peu Ouais, automatiquement. donc tu as à peu près toutes les librairies qui permettent de le faire. Moi, je sais que j'en ai fait en torche à la main. Parce que c'est pas hyper compliqué, tu vois, genre quand... Je sais pas si on peut le voir en entier. Tu vois, il y a pas énormément de couches non plus, quoi. Donc t'as quelques trucs, mais c'est pas hyper compliqué. Ça fait 20 lignes peut-être à faire. Donc c'est pas hyper long. Mais ouais, en gros, toutes les librairies te permettent de le faire. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas si ça se fait déjà, si c'est envisageable, de générer des réseaux de neurones avec d'autres réseaux de neurones? Bonne question. C'est-à-dire, parce qu'il faudrait qu'il écrive le code. Ou qu'ils le designent au moins. Ou qu'il le dise, oui. Bah en fait, quand il se crée lui-même, enfin quand il s'entraîne, c'est une manière de. Enfin, je sais pas. Bonjour, merci. Comment faire quand les X ils n'ont pas la même dimension? C'est-à-dire, par exemple, on va entraîner sur des vidéos Ouais. et elles n'ont pas toutes la même durée. Bah, en fait, quand tu entraînes sur une vidéo, tu prends les images de ta vidéo. Tu prends pas ton X, c'est pas la vidéo en entière. Tu vois? Ouais, mais si on a par exemple 200 images sur la vidéo, sur la première, et sur la deuxième, on en a 300. Bah justement, en fait, ton input, ça va être une image. Ton X, un X, ça va être l'image, une image. Donc c'est, tu vois ou pas? Et s'il y a un contexte Par genre contre, de groupe? ta question, tu peux la changer, c'est-à-dire tu peux dire si j'ai deux vidéos et dans une vidéo je suis en 1024 par je sais pas quoi et l'autre vidéo je suis en 2000 et quelques par je sais pas quoi, donc tu n'auras pas le nombre de pixels en entrée, et ben là ça devient plus compliqué. Parce que ça veut dire que tes vecteurs d'input, ils vont pas avoir la même taille. Et normalement, il faut que tu t'arranges pour les reformater pour qu'ils aient tous la même taille. Ouais. C'est en comblant avec des zéros ou des trucs comme ça? Bah dans le cas là, je penserais plutôt moi que tu devrais juste réduire la taille. Enfin, soit tu fais des gros pixels dans les vidéos qui ont une basse définition, soit tu réduis la taille des vidéos de définition. Quoi. Et une autre question aussi. Si on a des groupes de vidéos, par exemple,
et qu'on veut lui faire se souvenir à l'intérieur d'un groupe. Du coup, on veut l'entraîner sur différents groupes, par exemple les chats, les chiens. Comment on fait pour qu'ils se souviennent entre les groupes? Je comprends pas tout à fait ta question. Moi, j'ai une question par rapport au nombre de couches. Est-ce que ça devient vite problématique au niveau de la puissance du PC? Ouais, c'est assez rapidement problématique. En gros, tu monteras jamais à plus que 3 couches. 3, peut-être 4. Mais ça devient assez vite problématique parce que déjà, dis-toi que quand tu es à 3 ou 4 couches, déjà, tu commences à être à plusieurs centaines de milliers de paramètres, si ce n'est pas des millions de paramètres à entraîner. Et là où c'est problématique, c'est pas tant la taille du réseau, mais c'est plus ton nombre de données que tu as pour l'entraîner. Parce que plus tu as de paramètres à entraîner, donc plus tu as de couches, plus tu as de paramètres, et plus tu as de paramètres, plus il te faut de données. Parce que sinon, tu vas overfitter ton réseau, donc pour revenir à ta question. Et ça, c'est problématique. Donc, ouais, techniquement, tu peux faire un réseau à 4 couches ou 5, mais il faut que tu aies assez de données pour l'entraîner. D'accord, donc c'est pas un problème au niveau de la performance, mais au niveau de la mémoire. La performance, ça dépend si tu es patient et ça dépend de ce que tu as comme carte graphique. Ah oui, d'ailleurs, je vous conseille fortement d'utiliser votre GPU pour entraîner un réseau comme ça. Ouais. J'avais une question sur la taille du nombre de neurones qui sont nécessaires, par exemple, pour retenir les licences. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se rappellent de tout. Donc, je sais pas comment c'est codé ça, mais en termes de nombre de neurones pour réussir à se rappeler de ces, je sais pas, il y avait 15 lignes là. En fait, typiquement, pour la licence, pour ce qui est écriture, pas tant que ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un nombre de neurones qui soit du même ordre, un nombre de, une taille du réseau qui soit du même ordre que le nombre de caractères possibles. Donc, comme on n'a que 26 lettres, plus ces caractères spéciaux, etc., ça fait pas tant que ça. Par contre, là où ça joue, ça va être si on veut qu'il mémorise des phrases complexes, il va falloir qu'il ait une mémoire assez longue. Et donc ça peut augmenter la taille. En fait, on va jouer, pour prendre ça schématiquement, si on veut qu'il se souvienne de beaucoup de choses, il va falloir qu'on augmente sa mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'on augmente la longueur de l'input et la longueur de l'output pour qu'il puisse avoir une meilleure appréhension du contexte dans lequel il est. Mais en fait, le nombre de caractères, c'est que le nombre pour la licence, c'est que le nombre de caractères. Oui, donc c'est assez faible comme nombre de neurones, c'est hallucinant. Donc, alors ça donne comme résultat. Ouais, mais par contre, le truc, c'est que il y a un faible nombre de neurones. Par contre, on va le multiplier par une, parce qu'à chaque fois, ça, c'est une couche différente. Donc, on a cette couche-là, cette couche-là, cette couche-là, cette couche-là. Parce que là-dedans, il y a des poids, ce qui est caché là-dedans, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est qu'un petit truc, mais là-dedans, il y a à chaque fois le même nombre de paramètres, fois le nombre de poids. Enfin, à chaque fois, il faut imaginer un mini réseau. Et ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et là-dedans, on peut varier le nombre de couches. Donc en fait, c'est pour ça que ça peut augmenter très vite le nombre de paramètres, pour revenir à la question sur le nombre de couches. Donc ouais, pour écrire, en soi, il ne faut pas beaucoup de neurones, mais comme on les multiplie plein de fois à l'intérieur, et comme à chaque couche, on va les multiplier aussi plein de fois, ça peut vite augmenter en nombre de paramètres. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a l'espace nécessaire pour stocker ce type d'informations dans le réseau. Tous ces essais que tu as fait sur le machine learning. Ah oui, alors c'est pas moi qui ai fait les essais. D'accord. Ouais. C'est quoi le contexte? Je vous recommande fortement d'aller lire. Le gars s'appelle Karpathy, Karpathy. J'ai dû mettre à la fin. Ouais, c'est le premier lien, je crois. Non, je l'ai pas mis. Et donc il l'a fait. Donc c'est lui qui a fait un post de blog où il a mis toutes ces expériences qu'il a fait avec les réseaux récurrents. Et c'est un gars assez connu en machine learning. D'accord, ouais, je pensais que tu étais en train d'essayer de manipuler un peu les réseaux de neurones et d'apprendre et que tu partageais tes expérimentations jusqu'à maintenant. Ah non, ouais, j'ai oublié de le préciser. Ouais. D'accord, ok, donc c'est la recherche de quelqu'un que tu nous présentes en fait. C'est ça. Ok. C'est des exemples, ouais.
Question un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez revenir sur des slides en arrière où on voyait les A sur les réseaux récurrents? Celui-là? Ouais, celui-là. Donc, tu as dit que pour la backpropagation, à chaque fois sur chaque output de chaque bloc, on va dire, Ouais. tu faisais de la backpropagation, mais est-ce que du coup tu remontes aussi, t'avais dit en fonction du temps, Ouais. c'est-à-dire que par époque, tu fais plusieurs updates de tes points? Ouais, en fait, c'est que quand tu fais ta backpropagation, alors ici, en fait, ce qui est intéressant dans les LSTM, c'est que c'est plus pareil que tu vas faire ta backpropagation. Parce que déjà, tu vois que vu que tu as plein de portes, ça va pas se passer de la même manière. Mais typiquement, quand tu fais ça, tu fais ça dans le temps. Donc tu passes de ici à là, à celle d'avant. Exactement. Mais est-ce que du coup tu le fais de manière comme ça en fonction du temps, mais tu le fais aussi en fonction de... à chaque fois, tu as une output tout en haut, le Ouais. H. Ouais. Tu fais aussi de là. Tu fais partir des deux endroits en fait. Alors Oui, non. en fait, parce que là, c'est ici et là, tu as la même chose. Tu vois. Oui, non, oui, pardon. Donc tu le fais toujours à partir d'ici et tu le fais remonter comme ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais préciser la notion de gradient? Qui parle? La notion de gradient. La notion de gradient. Ah oui. Alors, est-ce que je l'ai écrit quelque part? Donc ta notion de gradient. Alors imagine. Donc c'est en fait un gradient, c'est un gros mot pour dire dérivé, mais en plusieurs dimensions. Donc on va parler de dérivée plutôt. Donc en gros, la dérivée, c'est pour le rappeler. Donc imagine, donc ton J ici, c'est ta fonction d'erreur. Ok. Ta fonction d'erreur, elle peut avoir une forme plus ou moins compliquée en fonction du problème et en fonction du type de fonction d'erreur que c'est, etc. Et toi, ce que tu as envie de faire, c'est minimiser ta fonction d'erreur. C'est en fait l'apprentissage d'un réseau de neurones, ça se résume à un truc, c'est je veux minimiser la fonction d'erreur. Ou la fonction coût, ça dépend comment on l'appelle. Et donc pour la minimiser, si tu pars d'un endroit n'importe lequel dans ton espace des possibles, ce que tu veux, c'est arriver à l'endroit le plus bas. Ou à un des endroits le plus bas. Parce que par exemple, comme j'ai dit ici, ces deux endroits, ils sont pas forcément à la même hauteur, et selon qu'on tombe là ou là, on va avoir un réseau plus ou moins performant. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que quand on entraîne plusieurs fois un réseau, on va pas forcément dans les deux réseaux avoir les mêmes résultats. Et donc le principe, c'est que tu te mets ici, et donc là, tu as deux choses. La première chose, c'est trouver dans quelle direction tu vas vouloir descendre. Donc pour ça, c'est à ça que sert le gradient. Donc en gros, il mesure la pente. Donc tu es à un endroit et il va mesurer l'inclinaison du plan où tu es, tu vois. Et ce que va te dire le gradient, c'est qu'il va te dire, en fait, c'est dans cette direction-là que le plan penche le plus. Donc tu sais que tu vas par là. Et ensuite, il faut savoir de combien tu vas par là. Et ça, en fait, c'est ton gamma. Donc en gros, tu vas avoir un gradient. Donc plus le gradient est élevé, plus tu vas aller dans cette direction. Mais tu peux aussi jouer dessus avec gamma, qui est un des paramètres du modèle. Et donc gamma, plus il est élevé et plus tu vas faire des grands pas. Et plus il est petit, plus tu fais des petits pas. Et donc là, on aurait tendance à dire, j'ai qu'à mettre un gamma hyper grand. Le problème, c'est que si tu es ici et que ton gamma est trop grand, tu vas te retrouver là, tu vois. Donc ça ne t'aura pas vraiment aidé pour aller au creux du truc. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Tu nous as présenté deux types de réseaux, RNN et LSTM, mais dans quelle situation on préférera utiliser un réseau RNN? À ce que j'ai compris, LSTM, c'est RNN en mieux. Ouais, voilà, donc en fait, tu n'utilises pas souvent, enfin, tu utilises LSTM en fait. D'accord. RNN, c'était le premier, et en fait, ils se sont aperçus en l'utilisant que tu avais ce problème du gradient qui disparaît, et tu avais le problème du fait. En fait, ce qui est aussi très important, c'est que ça, je ne l'ai pas dit, je crois, c'est que le RNN, il n'a pas une mémoire qui est hyper longue dans le temps. Et on ne peut pas vraiment contrôler la distance à cause de ce gradient en fait, qui diminue vite. En fait, le gradient, il va directement être lié à la mémoire du réseau. Et le fait que ce soit loin dans le temps, tu ne vas pas trop t'en souvenir. Parce que en fait, petit à petit, tu vas écrire par-dessus ce que tu avais appris. Et tu ne vas pas vraiment de souvenir de ce qui avait très loin. Alors que le LSTM, du fait de la mémoire qu'il y a dans la cellule, elle se souvient, la cellule se souvient de ce qu'elle veut. Et donc ça permet d'avoir une mémoire beaucoup plus longue. Autre chose, tu nous as dit qu'il a été inventé dans les années 80, c'est ça? Lequel? LSTM. Ouais, 90, il me semble. Ouais. 90. Et donc,
il n'y a rien de plus performant qui a été. Si, alors tu as plein. En fait, LSTM, c'est, on va dire, le plus simple de ce type de réseau. En fait, après, tu en as plein de différents. En fait, en réseau de neurones récurrents, c'est un paradigme complet. Tu vas avoir plein de types de LSTM différents, etc. Donc, ouais, il y en a plein d'autres. Et dernière question, à un moment, tu as sauté le point du drop-out ou Ouais. je sais pas trop quoi. Tu veux que je t'explique? Bah, Ok. Alors. Voilà. Donc, le dropout, en fait, je vais répondre à 2 questions. Je vais re-répondre à ta question, du coup. Donc, parce que tu as un problème quand tu entraînes un réseau, c'est que tu vas overfitter ce que tu fais. Donc, overfitter, ça veut dire que tu vas être trop bien enfin, tu vas pas être capable de généraliser. C'est-à-dire que tu vas devenir très bon sur des données d'entraînement, mais dès qu'on va te montrer des choses que tu n'as jamais vues, tu vas être mauvais parce que tu es trop spécialisé dans ce que tu sais faire. Ok ? Et le dropout, ça permet en fait d'empêcher ça. Et alors, ça consiste en quoi? En fait, ça va simplement... Où est-ce que j'ai une belle image de réseau? Voilà. En gros, le dropout, ce qu'il fait, c'est qu'il va enlever des neurones. Donc, en gros, tu choisis entre 0 et 1. Ça permet de choisir le pourcentage du nombre de neurones que tu veux enlever, enfin, que tu veux annihiler pendant un certain temps. Et donc, certains neurones, tu vas juste faire comme s'ils n'étaient pas là. Et tu entraînes ton réseau. Et du coup, ce que ça fait quand tu enlèves ce neurone-là, par exemple, bah, ça empêche le neurone-là et le neurone-là d'être trop spécialisés. Parce qu'ils vont aussi devoir avoir un petit peu l'information que ce neurone-là avait. Parce qu'ils doivent pouvoir être bons même quand celui-là n'est plus là. Ok ? Et donc, ça, en gros, ça empêche ton réseau de trop se spécialiser. Et ils sont pas connectés, donc à quel moment Si, en fait, indirectement, ils sont connectés parce que tu vois, celui-là, son input, c'est tous les neurones d'avant. Okay, donc si j'enlève celui-là, ici ça va changer un petit peu. Et celui-là enfin tous les autres en fait sont capables de compenser ce qui se passe quand lui n'est pas là. Tu vois. Donc de cette manière-là ils sont connectés. Ouais. Une dernière question. Ouais. Juste au niveau des maths. Alors moi je me suis arrêté à modulo, mais faut un niveau. Faut un assez bon niveau par rapport quand on veut rentrer dans des gros réseaux. Oui et non, parce que ce qui est important, moi je dirais ce qui est important quand tu fais du deep learning, c'est d'avoir l'intuition. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la présentation. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous donner l'intuition de comment ça marchait, mais en fait, tu n'as pas forcément besoin de savoir exactement comment ça fonctionne à l'intérieur. Il faut que tu aies l'intuition, que tu saches. Si ton réseau overfit, il faut que tu saches pourquoi est-ce que... là, tu te diras, peut-être qu'il faut que j'augmente le dropout. Tu vois, ou tu te diras, j'ai peut-être pas assez de données. Tu vois, donc, il faut que tu aies un peu l'intuition de comment ça marche. Mais tu n'as pas forcément besoin, aujourd'hui, avec les librairies CAD, de vraiment être une brute en maths. Tu vois. Je pense pas. Après, et en plus, les concepts que tu vas avoir là-dedans, il y en a pas... Enfin, t'as pas tant de maths que ça si tu regardes vraiment. Tu vas devoir savoir ce que c'est une dérivée, du coup, ce que c'est un gradient. Tu vas devoir savoir... après, tu as des matrices. Parce qu'en fait, tout ça, à chaque fois, c'est caché, mais c'est tout le temps des vecteurs et des matrices. Donc, des multiplications de matrices, il faut que tu saches un peu ça. Mais le niveau de maths n'est pas si élevé que ça. Tu vois. Je dirais, en gros, c'est ce que tu vois après le bac. Ça va être bac plus 1. Tu vois. Ok, merci. Voilà. Ouais, du coup, tu parlais d'intuition. Quand tu pars sur un problème, comment tu fais pour évaluer à peu près le nombre de neurones? Alors, le nombre de layers, tu disais à peu près 2-3 toujours, mais le nombre de neurones que tu vas devoir utiliser, à peu près la mémoire que tu vas devoir set pour, en fonction aussi de la taille de ta data, etc. Comment tu fais pour, quand tu pars sur un problème, par où tu pars? Alors, donc, par exemple, pour ce qui est d'écrire des caractères, tu connais le nombre de caractères, donc tu sais que c'est de l'ordre là. Donc tu peux en mettre un petit peu la plus. traduction plutôt de genre quand tu imagines vraiment la traduction à la Google Trad où là c'est vraiment des mots, tu sais pas forcément quelle taille un nombre va de faire mots, la phrase. tu tapes dictionnaire français, tu regardes le nombre de mots qu'il y a dans un dictionnaire et ça te donne à peu près. Tu vois, en fait, ça, à chaque fois c'est un petit peu ça. Après, quand tu vas avoir de la musique, c'est un petit peu pareil. Tu regardes le nombre de notes, tu regardes la complexité de la chose. Après, ce qui joue aussi, c'est donc la mémoire que tu vas avoir dans le passé. Donc ça, c'est la longueur du réseau. Donc tu peux jouer là-dessus. Par exemple, typiquement pour des caractères, tu te dis, si je veux avoir une phrase c'est quoi? C'est 100, 200, 300 caractères. Donc c'est à peu près ça la longueur d'une phrase, donc ce sera ça. Pour si tu veux une phrase, mais parce que là on était en caractères.
Après, pour la traduction, on va raisonner en mots. Donc là, c'est plus petit, tu vois. Une phrase, ça va être 20 mots, 30 mots maximum. Et tu raisonnes comme ça, en fait. Après, il faut pas oublier aussi que quand tu as du Shakespeare, faut qu'il se souvienne qu'il était dans un paragraphe, etc. Donc tu peux peut-être regarder. Enfin, c'est l'ordre de grandeur d'un paragraphe, peut-être, quelque chose comme ça. Mais en fait, on va dire que l'intuition, c'est toujours des ordres de grandeur. Tu vas jamais tomber pile. Tu vas être dans le bon ordre de grandeur et après, tu peux naviguer dans l'ordre de grandeur et voir ce qui est le mieux. Mais du premier coup, tu n'y arriveras jamais, ça, c'est clair. Ouais. Et donc là, si j'ai bien compris, tu peux jamais avoir d'overfitting si tu te débrouilles bien avec le dropout. Et donc, il n'y a jamais un moment où tu vas te dire, bon, bah là, si il va falloir juste que j'entraîne mon réseau plus, si j'ai ces mauvais résultats, c'est parce qu'il n'est pas assez entraîné. Ou est-ce qu'il y a un moment où tu vas quand même pouvoir te rendre compte que ton réseau, en fait, tu es en train quand même de le faire de l'overfitting. Tout à l'heure, tu parlais de 1000 entraînements, 10 000 entraînements. Comment est-ce que tu as une idée de l'ordre de grandeur de quand tu es OK dans le nombre d'entraînements ou quand tu l'as juste pas assez entraîné, au contraire, tu l'as trop entraîné? Alors, pour l'overfitting, je pense que la meilleure manière, c'est de faire ce qui s'appelle la cross-validation. Alors, je ne sais pas si ça parle. Donc, la cross-validation, en gros, c'est admettons, tu as un échantillon où il y a 1000 pages de Shakespeare. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'en garder 300 pour tester ton réseau. Okay, donc, il t'en reste 700. Après, les 700, on va faire simple. Tu peux faire 7 groupes de 100. Okay, et quand tu entraînes ton réseau, tu vas l'entraîner sur 6 groupes et le tester sur 1. Et tu recommences. Tu fais ça genre 10 fois. Et tu regardes si ta performance sur l'entraînement est beaucoup plus élevée que ta performance sur le test. Et si elle est beaucoup plus élevée, ça veut dire que tu overfit. Tout simplement. Et donc, ouais, la cross-validation, t'as ça, ou alors sinon, t'as. Là, j'ai le mot qui m'échappe. Le bootstrap. Donc, le bootstrap, c'est plus tu sélectionnes aléatoirement des échantillons que tu mets en test. Enfin, c'est un peu le même principe. Mais je te conseille cross-validation, c'est pas mal. Merci. Moi, j'avais juste 2 questions par rapport à ton schéma là, avec le A. Ouais. En fait, qu'est-ce que ça représente A exactement? C'est un neurone ou c'est... Non, A, c'est toute la boîte. Donc, ce A-là, ce A, c'est tout ça. Enfin, en fait, ça dépend. Si tu es en réseau de neurones récurrents de base, c'est juste des couches avec des tangentes hyperboliques comme fonction d'activation. Et si tu es en LSTM, c'est tout ça avec toutes les portes. D'accord, donc ça veut dire que les différents neurones vont avoir une fonction par rapport à ces, qui vont te rediriger vers des différentes portes ou des choses comme ça. Ou... Enfin, Alors, pour t'expliquer ici ce qui se passe, quand tu as une... donc là, c'est un vecteur ici, ok. Donc tu imagines n valeurs sous forme de vecteur. Quand tu as 2 flèches qui se mergent comme ça veut dire que tu concatènes. Donc là, si tu avais n valeurs, tu en as 2n. Okay. Quand tu arrives là, tu viens là-dedans. Là, chaque valeur va avoir son neurone. Et chaque valeur va avoir son output. Et elle va être multipliée par l'output. Chaque valeur va être multipliée par l'output de la précédente. Et ainsi de suite. Donc en fait, là, il faut imaginer des couches d'autant de valeurs qu'est la longueur de l'input. D'accord, ok. Voilà. Et le LSTM, en fait, c'est un système prédictif. Non, c'est ça, parce qu'on avait vu une conférence sur les supports vecteurs machines, et ça, c'était des problèmes de classification. C'est des problèmes de prédiction, en fait. En fait, tu peux faire de la classification avec. Tu peux faire de la classification. Par exemple, moi, je me suis amusé. Donc, j'ai pris des EEG, donc d'électroencéphalogramme. Et donc, en gros, là, j'avais une distribution de fréquences. Donc en input, je mettais une distribution de fréquence. Non, je mettais pas une distribution de fréquence, je mettais carrément la série temporelle. Donc je mettais juste la valeur du potentiel de mon électroencéphalogramme. Et j'ai essayé de lui faire deviner dans quel cycle du sommeil je me trouvais. Donc en gros, il y avait 5 outputs possibles. Donc N1, N2, N3, REM et sommeil profond. Et éveil, pardon. Et là, j'étais pas dans le prédictif, j'étais juste dans la classification. Donc, ça, c'est vrai que c'était une manière particulière de le voir où tu essaies de prédire la valeur suivante, mais tu peux aussi deviner la valeur de maintenant. Tu vois. Quand, par exemple, je te donnais l'exemple de la classification d'images ou de vidéos, bah, tu classifies la valeur de maintenant. Tu n'essaies pas de prédire l'image suivante. Tu vois. Ça dépend en fait de ton output. Ok, merci. De rien.
Si en sortant de la conférence, on veut commencer à bidouiller un peu du réseau de neurones, tu conseilles qu'on commence par où? Du récurrent? Peu importe ce qui se fait aujourd'hui, Donc, ce qu'on devrait creuser. bonne question. Vas-y. T'as un très bon cours sur Coursera, sur le machine learning, et tout ça est revu à nouveau, et ils prennent depuis la base. Et voilà, ça part vraiment depuis le début, ça part les réseaux de neurones simples et après récurrents, donc ça va crescendo. Oui. Ouais. Je voulais savoir, dans l'explication que tu donnes, tu compares le RNN et le LSTM par une meilleure plasticité, non? D'après ce que j'ai compris. J'ai l'impression que tu peux avoir davantage d'output, davantage de input. Non, tu veux dire le feed-forward, enfin le réseau de neurones classique Ouais, au oui, oui, RNN, oui. ouais. Voilà. Et donc, je voulais savoir, donc cette plasticité, elle se matérialise par des poids différents sur des liens. Et je voulais savoir s'il y avait si c'était possible d'avoir une plasticité sur. Bon, tu en as parlé un peu avec donc ces neurones qui peuvent s'effacer pendant un moment et qui Ouais. reviennent, voilà. Mais carrément sur la structure, en fait, s'il y avait un ajout ou un retrait possible de neurones qui pouvait se faire de façon programmatique, et savoir si c'est des choses qui avaient du sens, en fait, ou si justement le fait d'utiliser cette méthodologie, ça avait, voilà, il n'y avait pas de sens à faire ça. Alors attends, juste pour développer ta question, tu veux dire, admettons, est-ce que j'ai bien compris? Admettons, en fait, le réseau de neurones, il est capable de se dire, Admettons, bon, tu il prends me manque un celui-là, neurone, donc quoi. il n'y a que lui, ok? Tu lui montres un truc, il apprend et il se dit en fait ce neurone-là sert à rien, je le retire? Ou là je rajoute une Ou couche? admettons sur le layer 2, bon, il en faudra un de plus ou ce Ouais. genre de choses. Alors ça c'est... Alors il y a des réseaux qui existent qui font ça. Dans les RNN, je ne saurais pas te dire pour le coup. Mais tu as ce genre de choses. Alors en général, le nom j'ai oublié, mais ça existe en tout cas. Et en fait, il y avait surtout ce genre de choses avant que le DEEP arrive. En fait, il partait de réseaux de taille minimum, donc genre, ils mettaient que les inputs et les outputs, et que les liens entre. Et ils essayaient que le réseau lui-même essaye d'ajouter des neurones et voir si ça marchait mieux ou pas. Et en fait, ils faisaient ça parce que comme il n'y avait pas la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, plutôt que de prendre... Parce qu'en gros, ici, si je mets tous les poids nuls à ce neurone-là, c'est comme s'il n'existait pas. Tu vois? Donc j'ai pas besoin de le supprimer physiquement. Je peux juste apprendre que ces poids sont nuls. Tu vois? Et donc avant, plutôt que d'avoir des neurones qui servent à rien, comme ils avaient moins de puissance de calcul, ils préféraient partir de pas grand-chose et augmenter petit à petit la complexité, quoi. Mais c'est possible, ouais. Ok, merci. De rien. Moi, j'avais une question à propos du rôle des portes. Tu lui as volé la question. Elles sont, comment elles sont distribuées et comment on les met en place? Elles sont distribuées, c'est-à-dire? Laquelle sert à oublier, Alors, celle-là, c'est pour oublier. Donc, pour quelle raison? C'est parce que tu arrives avec ton input et donc sigmoid prend une valeur entre 0 et 1. D'accord? Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que si... donc, tu imagines un vecteur d'input et là, tu imagines un vecteur de 0 et de 1. Bon, c'est des valeurs entre 0 et 1, c'est pas des 0 et 1. Tu es d'accord que si là, j'ai un 0 et que je le multiplie par une valeur qui est non nulle, je vais avoir un 0. Donc, en fait, c'est comme si j'avais oublié. Et si j'ai une valeur qui est proche de 1, que je la multiplie par une autre valeur, ça va rester la même valeur. Donc en fait, celle-là, elle permet d'oublier. Parce que en fait, ici, tu auras toujours une valeur qui est inférieure ou égale à ce que tu avais avant. Voire voire nulle. Ici, par contre, tu as toujours cette fonction sigmoid, mais cette fois, elle est multipliée avec l'input. Donc elle te sert à sélectionner ce que tu veux apprendre. De la même manière. Donc si c'est 0, tu vas dire, bon là-dedans, si je multiplie par 0, donc en fait, ça sert à rien. Par contre, si c'est 1, ça veut dire ce qu'il y a là-dedans, je veux m'en souvenir. Okay, donc tu arrives ici avec des valeurs qui vont être proches de 0 ou pas, suivant si tu as jugé qu'elles étaient importantes à retenir ou pas, et tu les ajoutes à ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est pour se souvenir de quelque chose. Et là, tu calcules ton output. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé du niveau en maths.
Est-ce qu'il faut aussi avoir des notions en statistique et en probabilité pour comprendre un peu comment ça marche? À la fin de la présentation, vous avez fait des graphes, etc. pour voir à peu près comment ça marche. Je saurais pas trop. En fait, statistique, c'est toujours mieux parce que quand tu fais du machine learning de manière générale, au final, c'est des statistiques, en quelque sorte. Donc ouais, c'est toujours mieux. Donc oui, la réponse oui. C'est une autre petite question. Il y a un langage préférentiel pour le deep learning là, sur le réseau neuronaux? Alors moi, j'ai utilisé pour faire ça, Torch. Et Torch, ça utilise en fait Lua comme base, qui est proche de Python. Après, la plupart des autres librairies, c'est en Python ou C++, il me semble-t-il. Pour du deep. Hein. Après, pour du machine learning plus classique, du type SVM ou je ne sais quoi, Random Forest et tout, tu peux. En général, c'est Python ou R. Les deux choix. Ils font ça avec R, parce que R, c'est aussi un truc d'analyse statistique, ça, non? C'est un truc de? C'est pas un logiciel aussi d'analyse statistique? Exactement, ouais. Bon, ça a l'air bon. Merci.